En 12 ans, ils bâtissent un empire de 35 milliards de dollars. Puis en 6 semaines, ils perdent presque tout à cause d'une certaine pandémie mondiale en 2020. Cette histoire, c'est celle d'Airbnb. Et vous savez quoi ? La suite est surprenante. C'est clairement l'une des plus grandes leçons d'antifragilité d'entreprise de notre histoire moderne. L'antifragilité, c'est non seulement survivre à des événements qui pourraient nous tuer, mais c'est également en sortir plus fort et plus solide. Pour découvrir l'histoire complète de cette leçon d'antifragilité d'Airbnb pendant le Covid-19, je vous invite à aller visionner d'abord la vidéo publiée quelques jours plus tôt sur cette même chaîne. Cela vous permettra de mieux comprendre l'interview qui va suivre, où Chaka et Badr m'accueillent dans un de leurs business et m'expliquent comment ils voient l'antifragilité et comment ils pilotent des business qui n'ont rien à voir entre eux. C'est parti. Salut Chaka, salut Badr. Salut Fabien. Vous allez bien ? Super, et toi ? Super, merci. Super. Merci de nous accueillir ici. On est au cœur d'un de vos business, on n'est pas dans notre studio habituel. Vous allez nous expliquer un peu votre parcours, qui vous êtes, comment vous en êtes arrivé là. Vous êtes des entrepreneurs, des multipreneurs, j'expliquerai un peu après en quoi ça consiste ce mot. Vous gérez plusieurs business qui n'ont rien à voir, qui sont assez différents. Vous allez nous raconter un peu comment le quotidien se passe, comment vous conciliez vie de famille d'un côté et multi-entreprises et business variés de l'autre. Et avant toute chose, je veux remercier ceux qui s'abonnent, ceux qui likent, ceux qui partagent nos vidéos. C'est encore le meilleur moyen de développer la chaîne. Alors merci du fond du cœur, vous êtes chaque mois de plus en plus nombreux. En tout cas, ça nous aide beaucoup pour développer du contenu de qualité, pour aller à la rencontre des entrepreneurs tech, mais pas que. La preuve, aujourd'hui, on va pas parler que tech. Et tout ça, dans un but final, c'est de comprendre la société actuelle et de potentiellement comprendre la société vers laquelle on se dirige. Car c'est le but de la chaîne, on parle tech, on parle business, car la tech domine de plus en plus le monde. On le voit avec ce qui se passe aux US. Certains pensent même que les dirigeants des plus grosses boîtes tech comme Bezos, Zuckerberg ou Elon Musk vont potentiellement un jour diriger les États-Unis, gouverner les États-Unis. Et donc, parler tech sous l'angle de l'analyse de la société permet d'affûter sa vision et de donner des clés pour mieux anticiper l'avenir et prendre des décisions qui sont éclairées pour soi ou pour son business. Bref, parlons de vous, parce que c'est ça qui compte aujourd'hui. Vous êtes jeune, vous avez... alors attendez, je reprends mes fiches, parce que je connais pas tout par cœur. Pas de problème. Vous avez, toi Badr, tu as 23 ans, Exactement. Chaka 26, c'est ça. Et donc, vous êtes ce qu'on appelle des multipreneurs. Alors, je l'explique pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire. En fait, multipreneur, c'est un mot qu'on utilise en français pour désigner des entrepreneurs qui gèrent plusieurs business. Mais vous avez une particularité, c'est que vous gérez des business qui n'ont pas grand-chose à voir. Alors, peut y avoir des synergies, mais voilà, naturellement, on se dit, ah ouais, c'est assez étonnant. On va revenir sur chacun de vos business respectifs. Bien sûr. Toi, Badr, tu as un business de produits d'entretien écologique, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous en parler en 2-3 mots ? Suffit, c'est des produits d'entretien écologique. C'est moi qui ai formulé les produits à base de produits qui sont moins nocifs pour l'homme et pour l'environnement. Et ce besoin, il est venu en fait d'un problème de peau. Moi, je travaillais dans la restauration et j'utilisais énormément de détergents. Et j'ai des problèmes en fait de sécheresse. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ma gamme qui me conviendra à moi et ensuite la commercialiser. Parce que du coup, c'est en utilisant les produits que tu utilisais dans la restauration que tu as eu ces problèmes de peau. Exactement, ouais. Ok. Ouais. Et là, donc, tu proposes une gamme que tu fabriques toi-même. C'est ça. C'est ça. Tu as un laboratoire, je sais pas comment on appelle ça, Ouais. mais en tout cas, un endroit où tu fabriques tes produits. Ouais. Ok. Et comment on se lance dans le business ? Enfin, tu te dis, tu es dans la restauration à la base. Comment tu as l'idée de te dire, je vais créer ça, au-delà du fait, j'ai un problème, il faut que je le corrige ? Eh ben, l'idée, elle m'est pas venue tout de suite. Moi, en fait, j'ai commencé un petit peu à faire du coup des produits de nettoyage. Et jusqu'au jour où je me suis dit, tu vois, pourquoi pas les commercialiser ? Parce que ça marchait plutôt bien. C'était quelque chose que j'arrivais à faire. J'étais satisfait du résultat. Mes proches étaient satisfaits des résultats parce que je partageais. Et ça correspondait en fait à la vision que j'avais du business. C'était quelque chose de plutôt sain, qui répondait à une problématique que moi-même j'avais. Et donc je me suis lancé. Ok, donc l'idée, elle t'est pas... Au début, tu voulais pas entreprendre et en faire un business. Au début, c'était j'ai un problème avec les produits que j'utilise. Je vais créer les miens qui sont moins problématiques. Et de fil en aiguille, tu t'es dit, il faut que je le commercialise. C'est ça ? Exactement, ouais. C'est comme ça que ça s'est passé. Ok, c'est dingue. Et ça fait combien de temps ? Alors, je travaille sur le projet depuis 1 an et demi et je me suis lancé depuis environ 8 mois. Ok. Et c'est quoi tes réseaux de distribution aujourd'hui ? Alors, principalement les grandes surfaces.
mais c'est pas ce qui m'apporte le plus de clients. J'ai beaucoup de clients, j'ai beaucoup de grandes surfaces comme clients, mais ce qui m'apporte le plus de clients, c'est les petits commerces locaux, style les petites épiceries bio et tout. Et ça, c'est ce qui rapporte le plus de clients. T'as fait les marchés? J'ai fait les marchés du coup pendant un moment, et en fait tu travailles trop longtemps pour un retour qui est pas... Ça marche pas bien. Tu vois, c'est peut-être pas la cible, donc j'ai arrêté. Ouais. Parce que qu'on comprenne bien, c'est des produits plutôt pour les pros, parce que toi tu l'as créé par rapport à tes problématiques dans la restauration, donc plutôt pour les pros, tu parles des commerces, etc. Ou est-ce que c'est aussi des produits pour domestiques, pour monsieur, madame, tout le monde Ça peut pour être les deux. Bien sûr. Ouais. Et ben en fait, moi de base, c'était, je ciblais vraiment les particuliers. Ok. Et dans mon réseau, il y avait plus de pros que de particuliers. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis retrouvé à plus vendre à des pros qu'à des particuliers. Donc j'ai adapté l'offre. Surtout ce qui est emballage, conditionnement. Donc au début, moi, j'ai pensé ça pour des particuliers. Donc des bouteilles de 1 litre, 500 millilitres, des formats 1 kg, 2 kg. Et puis j'ai totalement changé de direction avec plutôt des bidons de 20 litres pour des professionnels. Ça, c'est on l'a vu avec l'histoire de Airbnb. Je crois la première leçon de l'antifragilité, c'est d'être à l'écoute. Les gars, écoutez bien ce conseil. Sincèrement, c'est d'être à l'écoute de son marché. Vrai. Parce que généralement, quand on est entrepreneur, on dit souvent que quand on a une idée, on est le héros de sa propre idée. Et en fait, pas du tout. En fait, il faut voir le client comme le héros de l'histoire. Et du coup, il faut faire preuve d'écoute et ne pas rester bloqué dans son idée. En fait, toi, en si peu de temps, finalement, tu as déjà pivoté d'une certaine manière. Tu t'es dit, en fait, mon marché, il est pas là. Mon marché, c'est chez les pros. Donc, j'adapte et je fais des trucs plus gros format, plus gros... En si peu de temps, tu as déjà eu... T'as déjà fait preuve d'écoute. Ouais. Et ben en fait, j'ai eu des retours, j'ai eu des demandes en fait. Les clients me demandaient, j'ai vu qu'il y avait de la demande. C'était de la demande en plus qui était récurrente par rapport à un particulier. Tu vois qu'il va utiliser lui sa bouteille de 1 litre, il va la garder 1 mois. Le professionnel lui il va t'en prendre 20 et ça va lui durer 1 mois aussi, tu vois. Ok. Et c'est quoi le conseil que tu donnerais? Je me pose toujours une question, j'ai 3 questions qui me viennent. Je connais très peu le business comme ça du retail et de la production. Comment on contacte les supermarchés, les hypermarchés pour dire voilà, j'ai un produit, ça vous intéresse de le mettre en rayon, ça marche comment? Ben franchement au culot, hein. Moi j'y suis allé. Alors comment ça s'est passé? En fait le premier, j'étais donc sur un marché, sur le marché d'Issingeaux, et là je reçois un appel pendant une campagne que j'avais lancée sur Google. Okay. C'est Intermarché. On a le droit de citer des... Ouais, on peut citer tout. Ouais. D'ailleurs, les marques, là, si vous voulez faire du sponsor, allez-y, on est ouvert. Il y a l'adresse dans la description directement, l'adresse mail pour vous contacter. Vas-y, lâche les noms des marques. Tant que c'est pas pour diffamer, parfait. Je peux y aller. Et donc, j'ai Intermarché donc, sur Saint-Étienne qui m'appelle et ils me disent qu'ils ont repris un géant casino qui avait fait faillite malheureusement à ce moment-là. Et ils voulaient mettre en avant des produits locaux, des produits de qualité. Et ils avaient réservé en fait une tête de gondole pour Suffit. Et il m'appelle, donc il me dit écoute, est-ce que tu es intéressé? Et moi donc je joue la carte de la transparence. Tout de suite je dis ben écoute, avec plaisir, mais je suis une multinationale, ça va te coûter très cher. Ça va te coûter très cher, écoute. Je lui dis ben moi j'ai jamais fait ça, comment ça se passe, tu vois? Il me dit bah écoute, je vais t'envoyer un fichier type que j'ai reçu d'un client et tu vas effacer en fait lui ses données et tu vas les remplir avec les tiennes. Et donc ça s'appelle un CADART. C'est un fichier qui recense tous les produits avec les prix, avec prix de vente hors taxe, la marge, lui combien il va se faire dessus. Donc un fichier assez classique. Ils t'ont drivé en fait. Il m'a vraiment drivé, il m'a aidé. Le gars il m'a dit bon écoute, si tu fais des bons prix, moi ce que je veux c'est que tu gagnes ton pain, je gagne le mien. Si tu me fais des bons prix, j'ai plusieurs Intermarchés, je peux essayer de t'acheter tes produits sur d'autres Intermarchés si ça marche bien. Et donc lui ce qu'il voulait c'était une bonne rotation des produits. Bonne rotation des produits, c'est-à-dire que ça se vende quoi. Donc il m'appelle et il me dit d'ici 1 mois je souhaite être livré. Je dis ben ok, super, tu vois.
Allez, avec plaisir. Et du coup, c'est quoi? C'est du dépôt-vente? C'est-à-dire que lui, il t'achète pas ton stock ou est-ce qu'il t'achète ton stock et après il se débrouille, lui, il le vend? Comment ça marche? Alors non, il m'achète le stock et après lui, il le vend. donc ça. Pour toi, c'est génial. Parce Donc que, pour du coup, moi, tu c'est vends génial. un stock d'un coup. Exactement, tu vois. Et donc, ce qui m'a permis après de vraiment de tout réinjecter. Et puis en plus, ce qui était bien à ce moment-là, c'est que du coup, ça a changé l'économie d'échelle de Suffi parce que j'ai pu acheter en plus gros, réduire les coûts de production. J'ai eu des meilleures marges. Et puis ensuite, une fois que j'ai vendu à ce premier Intermarché, je me suis dit, en fait, c'est possible, quoi. Donc, c'est un marché qui est accessible. Et au culot, comme ça, j'ai appelé plusieurs grandes surfaces, dont certaines qui ont accepté, d'autres qui ont décliné, d'autres qui m'ont dit de rappeler plus tard. Ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, quand on est un petit producteur, parce que tu es tout seul, hein, tu n'as pas d'équipe, quand on est un petit producteur, on se dit, on voit souvent le e-commerce et Internet comme l'Eldorado, du genre, mais moi, je vais créer mon produit puis je vais le vendre sur Internet. C'est un peu le réflexe j'ai remarqué depuis une dizaine d'années. Et toi, tu as fait plutôt le truc, entre guillemets, à l'ancienne. Mais je pense que tu as eu raison parce que, en fait, t'as pas besoin de déployer toute une force de frappe et la création de contenu sur les réseaux, etc. pour essayer de commencer à vendre sur Internet, à rassurer le client, etc. Là, tout de suite, tu fais acheter un gros stock par une enseigne. Et en plus, je pense qu'il y a un autre effet intéressant, c'est qu'une fois que tu l'as fait une fois, comme tu l'as dit, les autres te regardent différemment. C'est-à-dire que quand... Alors après, t'as peut-être des résultats à partager ou pas si ça a marché, c'est assez récent, donc peut-être t'as pas de résultats encore, mais une fois que tu peux dire Intermarché, il m'a acheté mon truc, c'est une tête de gondole, tu vas voir Carrefour, tu vas voir Auchan, tu vas voir... là, les gens te regardent différemment, je pense. Enfin, je sais pas exactement, si tu as réitéré en fait, l'opération avec d'autres enseignes. Si, totalement. Je les ai mentionnés, quoi. C'était vraiment le client sur lequel je m'appuyais pour vendre. Et à chaque fois que je démarchais des grandes surfaces, parce que du coup après j'ai démarché tous les Intermarchés de Haute-Loire, de Loire, et j'en ai eu plusieurs qui étaient intéressés aussi. Ça s'est pas encore concrétisé, mais effectivement quand j'ai signé ce contrat-là, vraiment ça m'a donné du crédit, quoi, auprès des autres, et c'est ce qui m'a permis aussi de signer Super U, donc. Et, donc t'en as eu... super. Ouais, j'en ai eu d'autres. Et après, j'ai pris le temps aussi de démarcher des commerces locaux, comme par exemple une petite épicerie super à Langeac. Je vais essayer de me rappeler le blaze. Une petite épicerie super. Super, c'est la marque ou c'est l'épicerie, elle est super? Non, l'épicerie elle est super. Ah, elle est trop gentille. C'est juste une petite épicerie genre super. Attends, dédicace l'épicerie de Langeac, si tu passes par là. Et donc c'est ce qui m'a aussi donné l'idée de démarcher des plus petites épiceries, comme l'épicerie Avec Mesure à Langeac, qui a été une cliente fidèle et qui a fait plus de ventes que les grandes surfaces. Ah ouais. Parce que quand tu regardes en grande surface, ils ont 5 ans de référence de lessive. Tu vois, ils ont un rayon, il fait 8 mètres et t'as que de la lessive. Donc toi, t'es noyé au milieu de tout ça, avec des multinationales qui bombardent de pubs, avec une expérience olfactive exceptionnelle, un packaging exceptionnel, des prix calculés avec une certaine psychologie des prix que moi, j'ai pas énormément poussé. J'ai essayé de faire de mon mieux. Et effectivement, je me suis rendu compte que c'était la petite épicerie de Langeac qui faisait beaucoup plus de chiffres que Intermarché, qui était un hypermarché. Ok, super intéressant. Il y a une anecdote un jour que tu m'as raconté, je sais pas si tu vas en parler, mais t'avais récupéré un gros bouquin. Ouais. Avec de l'or à l'intérieur, enfin de l'or, de la donnée en tout cas. Moi je considère que la donnée c'est de l'or. Tu veux nous en parler ou pas? Ouais, avec plaisir. Tu veux que je te raconte toute l'histoire? Ouais, c'est assez improbable. Moi, quand tu m'as montré le bouquin, en fait, c'est un bouquin qui est comme ça, dans lequel ça contenait. C'est comment t'as mis la main sur ce bouquin qui m'intéresse, et après, genre, ce que tu l'as exploité, quoi. En fait, tu me dis si je me trompe. Vas-y, ça se trouve, j'invente. Non, mais si, je vois de quoi tu parles, mais quand je me suis lancé, je me suis dit, mais. Juste avant de me lancer, je me suis dit, mais attends, il faut que je fasse une étude de marché, voir s'il y a une entreprise qui fait la même chose que moi. Je me suis dit, je vais le faire. C'était vraiment anecdotique parce que dans ma tête, personne ne le faisait. C'était presque une évidence, mais je l'ai fait pour la conscience pro, on va dire. Et je le fais, et là,
Il y a une entreprise qui fait la même chose que moi et vraiment à 10 km d'ici, quoi, à Solignac. Donc je me dis, attends, mince, tu vois. Enfin, je sais pas comment le prendre sur le coup. Je me dis, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, je sais pas si c'est une mauvaise nouvelle. Sur le coup, je me dis, c'est un peu une mauvaise nouvelle. Et je décide d'aller les contacter. Et je leur dis, écoute, je joue la carte de la transparence. Je me dis, moi, je veux me lancer, je vais faire un peu comme vous. Alors, pas vraiment sur les mêmes produits, j'ai pas les mêmes compositions, je me positionne pas vraiment sur les mêmes labels qu'eux parce qu'ils ont un label Nature et Progrès dont moi, j'ai pas fait la demande. À ce moment-là, quand je rentre en contact avec eux, l'échange, il se passe super bien. Alors, faut savoir, ça se passe sur Messenger et moi, je suis pas actif du tout sur Facebook. Ça veut dire, tu vois, les gars, ils sont pas de la même génération, ils sont un peu plus anciens. Donc, eux, ils étaient sur Messenger. Moi, pas du tout. Okay. Ça veut dire que je lui envoie un message et il me répond du tac au tac. Et moi, je vois son message un mois après. Et le gars, carrément, dans le message, il est hyper sympa. Il me dit, ouais, mais j'ai même du matos et tout à te faire à bon prix. C'est super si tu te lances. Vraiment, il me motive, tu vois. Et donc, je lis ça un mois après. Je me dis, mais attends. Exceptionnel, donc je lui réponds, je dis excuse-moi pour le retard et tout, mais ouais, carrément, tu vois, feu. Et il me dit, trop tard, on a fait. T'as loupé on va déposer le bilan, on a mis la clé sous la porte, c'est mort. Et je lui dis, mais du coup, pour les machines là, que tu me proposais, moi, t'as vu, je suis chaud, tu sais, si tu veux les refourguer. Et il me dit, non, c'est mort, tout va être vendu aux enchères en gros. Ah ouais. Et je lui dis, ah ouais. Et moi, je connais pas du tout les enchères. Genre, dans ma tête, c'est Pawn Stars. Ouais. Et je me dis, ah ouais, mais ça, c'est un truc, faut être calé, je sais pas quoi. Je connais rien aux enchères, tu vois. Je sais même pas où ça se passe pour moi. C'est des trucs, tu vois, c'est dans les films. Ouais, ça se passe dans le Texas. Ouais, exactement. Ils dealent des œuvres d'art. Faut parler anglais. Faut acheter des box, tu sais pas ce qu'il y a dedans. En fait, c'était pas ça. Ça se passe pas comme ça, une vente aux enchères. Et le gars, il me dit, écoute, ça se passe à telle date. Non, il me dit où est-ce que ça se passe. Okay. Et du coup, je cherche. Et en cherchant, je tombe sur un lot et je reconnais le packaging de Oikos. Et je me dis, ah d'accord, donc c'est ce lot, tu vois. Et il y avait genre 4-5 lots qui faisaient tout partir. Donc, tu avais des lots ciblés sur telle ou telle machine spécifique. Et tu avais un lot, c'était genre tout le stock. En gros, c'était le reste, quoi. Okay. Et donc, moi, je me positionne sur à peu près tous les lots. En même temps, c'est hyper smart parce que s'ils font la même chose que toi, tu récupères tout au bon prix, quoi. Exactement. Je me positionne sur tous les lots, même sur le local, j'ai appelé le proprio et tout. Donc, j'en ai que 2 sur les 5 ou 6. Mais au final, il s'avère que c'était une bonne chose. Et donc, j'ai réussi à avoir le stock d'emballage. J'ai réussi à avoir des étagères, tu sais, où ils stockaient leur. J'ai réussi à avoir de la matière première pour ensuite faire les détergents. Et le jour où j'y vais pour tout récupérer, le gars me laisse les clés parce qu'il y avait tout un hangar à décharger, quoi. Parce que c'est physique les ventes aux enchères ou c'est à distance? Ouais, c'est les deux en fait. C'est les deux. Okay. C'est les deux. Donc tu peux soit te connecter en ligne et puis faire tes enchères, soit y aller sur place. Ok. Et donc, ça a une date donnée. Ça a une date donnée. Précise, ok. Exactement. Et donc moi, le jour où je vais récupérer tout ça, il me dit écoute, je te laisse les clés, tu récupères tout et ensuite tu déposes les clés dans la boîte aux lettres. Ah, hyper sympa. Franchement, le gars, il était super sympa. Et c'est ce que je fais. Et quand il me dit tu récupères tout, genre je me dis c'est vraiment tout. Il me dit le seul truc que tu laisses c'est les toilettes parce que ils sont au proprio, tu vois. Et donc je me dis ça en fait quand même du matos là. Et donc je regarde un peu dans les bureaux et tout si ma foi il y avait des trucs un peu exploités. Et là je tombe sur un tas de feuilles comme ça qui sont liées. Et je feuillete un peu, je me dis peut-être il y aura des fournisseurs et tout. Et là, je tombe sur tout. Mais une data en or, je tombe sur vraiment... Les clients, les factures. Les clients fidèles. Enfin, t'as toute la base de données, en fait. J'ai tout. J'ai les factures, les fournisseurs, les prix qu'eux, ils avaient à l'époque. Les clients vraiment... de la boîte, en fait. Tout, j'ai tout.
Et donc, moi, ça me permet de prendre énormément de recul parce qu'ils avaient lancé des campagnes de Google Ads. Et donc, je peux voir ce que ça leur a rapporté, les clients, s'ils sont revenus ou pas. Et donc là, je suis comme un fou et je me dis, ah mais super. Et donc là, quand je regarde, en fait, j'ai énormément d'emails, de numéros de téléphone, d'adresses. Et je rentre tout ça, en fait, dans une base de données pour faire des campagnes d'emailing. Ah ouais, en fait tu prends le contre-pied de la tech. Genre non mais c'est vrai, une boîte aujourd'hui qui se lance, surtout avec des jeunes qui sont un peu un peu branchés. Bon, toi t'es pas branché via Messenger, mais t'es quand même branché, tu vois, sur ce qui se fait, etc. Ils font des campagnes de prospection en ligne, ils font machin. Toi, tu fais une vente aux enchères, tu trouves un calepin, un papier, et après tu numérises tout. Ah, c'est vraiment l'inverse total. Et en plus, du coup, t'apprends de toutes leurs erreurs à eux, quoi. Ouais, donc big up à eux. C'est ça. Merci Oikos. Comment ça s'appelle? Oikos. Ok. Maison responsable. Parce que du coup, effectivement, ouais, toi, si tu ponces ces données-là, tu peux voir toutes les erreurs ou tout ce qui a marché, tout ce qui n'a pas marché, tu gagnes, t'as 3 ans d'avance, quoi. Ouais, bah oui. Et mon plus gros client, je l'ai eu grâce à ça, tu vois. Un client qui prenait peut-être 60 litres par mois avec tu sais, des produits en plus et tout. Et puis, ils étaient super contents. Ça a fait fureur chez eux et j'ai eu ce contact grâce à la base de données du coup. Ok. Donc t'as fait une grosse session d'emailing, t'as contacté tout le monde et t'as réussi à choper des clients grâce à ça. Donc exactement. en fait t'as eu le meilleur lot de cette vente aux enchères. Ouais, j'ai vraiment eu le meilleur lot. T'as eu les clients. Ouais. En plus c'est des clients chauds parce que c'est des mecs, alors sauf peut-être celui qui a commandé il y a longtemps, mais c'est des gens qui ont commandé déjà, donc qui ont montré un intérêt pour le produit. Donc pour toi c'est de l'or. Ah, c'est du prospect hyper qualifié, tu vois. Cool. Ça c'est un hack. Donc en fait faut pas sous-estimer. Hein. C'est la deuxième leçon de l'antifragilité. Faut pas sous-estimer. Tous les moyens sont bons et le culot. Bah je crois qu'on le dira jamais assez. Le culot, t'as eu le culot de. Ouais. En fait, le mec il va voir Super U, il va voir. Ouais. il contacte un concurrent et c'est un mafieux qui disait. Tu me parlais de mafieux. Qui disait faut être proche de ses amis mais encore plus proche de ses ennemis. Et en fait c'est un peu la même chose dans le business. C'est-à-dire faut être proche de ses concurrents. C'est intéressant sans faire de l'espionnage industriel. Mais... Ouais, c'est ça. Ok, super, merci Badr. Merci à toi. Chaka, on va parler de... C'est mon tour. Ouais, ça y est. C'est ton tour. Toi, Chaka, t'as créé un studio de communication. C'est ça. Spécialisé en motion design et création graphique. C'est ça. Tu nous expliques en 2-3 mots? Ouais. Bah, en 2-3 mots, ça s'appelle Kumo Studio. J'ai lancé ça du coup il y a 2 ans et demi, 3 ans avec mon petit frère, en parallèle de ma formation, parce que du tout, je venais pas du tout de ce milieu-là. Et puis voilà, maintenant ça fait 2-3 ans qu'on fait ça et ça se passe super bien, tout simplement. Ok, est-ce que tu peux nous dire, pour ceux qui connaissent pas, le motion design en gros ça consiste en quoi? Le motion design du coup, alors moi je suis pas spécialiste du motion design, donc c'est plus mon petit frère qui sait faire ça, qui est vraiment maîtrise ça. Moi j'ai quelques bases hein, comme tout le monde, mais sinon pas du tout. Mais le motion design c'est l'art de mettre un peu en vie les illustrations, les logos, tout ce que tu peux créer en fait de vectoriel sur les autres logiciels. Et c'est beaucoup demandé, c'est un truc qui est beaucoup plus demandé par les marques, qu'elles soient grandes ou petites entre guillemets, parce que c'est avec tout ce qui est pub, les réseaux sociaux, les vidéos, TikTok, etc. Ça a un impact. Ça impacte tout, ça peut même changer en fait une vidéo tout simplement juste avec du motion design. En fait c'est de la vidéo, mais il n'y a pas d'acteur, c'est pas une vidéo comme on tourne ici. Exactement. C'est une vidéo mais avec que des éléments d'illustration, comme tu dis, ça décore. Mais, alors tu parles de ton frère, vous êtes 2 du coup dans Kumo Studio et ton frère donc c'est le spécialiste motion design. Exactement. Sun. On peut voir d'ailleurs votre travail parce que c'est le jingle de la chaîne. Donc là c'est peut-être le meilleur moyen d'expliquer le motion design c'est quoi. Regardez le jingle. Tout simplement. Plus simple. Et moi j'ai été assez choqué du résultat parce que je trouve que vous faites pas ça depuis 10 ans. Et pourtant le travail tel que vous l'avez amené, c'est-à-dire en matière de méthodo et en matière de résultats, franchement c'est propre. Merci. Après je vous laisserai juger. Mettez en commentaire ce que vous pensez du jingle, s'il faut tout refaire ou pas. Que ceux qui ont aimé, les autres on veut pas de commentaires. Et du coup tu bosses avec pardon. Tu bosses à quel type de clients? Tu disais des plus grosses boîtes, des plus petites boîtes. En fait, ça concerne tout le monde, la création graphique. Ça concerne tout le monde. Je pense que malgré tout, on avait eu l'occasion du coup d'en parler des fois aussi avant ce podcast, mais
les petites entreprises, les moyennes entreprises ont un peu du mal à comprendre que ce domaine-là est primordial si ils veulent passer un cap à un moment. Et c'est un peu compliqué un peu de les démarcher et de leur faire comprendre que ça soit le prix ou même que ça soit l'impact. En fait, ils ont du mal un peu à l'avoir en tête, alors que des grandes entreprises, voilà, ils sont obligés de passer par là pour aller toucher autre chose. Mais ouais, on travaille sinon avec toutes sortes d'entreprises. Mais les petites entreprises, ils restent plus sur de la création de logos, sur du print, sur des événements, des trucs plus basiques, plus ponctuels. Et, c'est un peu compliqué d'avoir un vrai accompagnement, mais ouais, sinon, avec tout le monde en général. Ok. Là, on est passé d'un business de toi, donc Badr, où c'est de l'artisanat, en fait. Artisanat et vente, retail. Donc un business plutôt physique, voire 100% physique, parce que t'es pas trop branché e-commerce, etc. Même ça viendra peut-être après, mais pour le moment, toi, c'est surtout un business physique, un business numérique. Ouais. Et je peux pas m'empêcher, quand on parle de business numérique, de parler d'IA, d'intelligence artificielle. Il faut. Je pense que c'est le moment, c'est le truc dont tout le monde parle. Et c'est normal, parce que c'est en train de littéralement transformer l'ère dans laquelle on est en train d'évoluer. Totalement. C'est quoi ton œil sur la transformation des métiers ? Est-ce que tu penses que les mecs qui bossent dans le numérique vont crever, les graphistes, les développeurs, etc. Est-ce que tu penses que c'est les petits qui vont crever, les gros qui vont crever ? C'est quoi ton œil là-dessus ? Mon avis, du coup, c'est que je pense qu'il y en a qui vont crever, comme tu dis. Mais je pense que c'est une réponse qui est un peu bateau, qu'on entend souvent, mais qui est très vraie, c'est qu'il faut savoir s'en servir. Il faut l'utiliser comme un outil, ne pas en avoir peur. Je pense que c'est quelque chose ça, c'est la base. Et surtout, former, je vais dire la nouvelle génération, mais c'est pas vraiment ce que je veux dire. Plus ceux qui veulent rentrer dans ce monde qui commence à peine à se former, il faut qu'ils le prennent comme base. S'ils le découvrent plus tard et qu'ils le subissent, là, ça risque d'être un peu compliqué parce qu'ils vont être trop perdus par ça, surtout que ça se développe tout le temps. Ouais. C'est un truc qui s'arrête pas, j'ai l'impression. C'est entre une génération d'images que je fais hier et la génération d'aujourd'hui, j'ai l'impression que l'IA, c'est notre IA déjà. Ouais, on a en 6 mois les progrès qu'avant on avait en 3 ans. C'est ça. Et on peut que penser que dans 1 mois, on aura en 1 mois les progrès qu'on avait en 6 mois, et ainsi de suite. Donc, exactement, c'est exponentiel. Un jour, le matin et le soir, on va se lever le matin, on va découvrir une IA, elle va être pas mal. On va se coucher le soir, on va se dire, ah ouais, ça y est. Ouais. Genre, ça se trouve, les podcasts qu'on tourne là, ça sera full IA. Exactement. Alors, on va dire 2-3 mots. Ça, c'est une prévision, moi, que j'ai déjà. Enfin, comment dire ? Je me suis déjà dit, ça se trouve, ça sera le futur de la création de contenu. Ouais. C'est que on va avoir comme quand on paramètre Siri sur l'Apple, sur l'Apple. Je parle comme un ancien. Sur la pomme. On va comme quand on paramètre Siri sur le téléphone, en fait, c'est que ça va nous dire, vas-y, dis bonjour, quel temps fait-il ? Donc toi, tu répètes avec des intonations, machin, etc. Ouais. Puis après, c'est une IA qui va dire, ok, c'est bon, j'ai capté ta voix, je vais la cloner. Vas-y, fais un peu le guignol devant la caméra pour avoir tes expressions faciales, etc. Puis après, paf, ça va passer dans une machine à création et on va lui dire, vas-y, fais-moi dire ça, fais-moi dire ça. Je pense qu'on va tendre vers ça parce que on est sur une économie de la création de contenu. Aujourd'hui, toi, dans la création graphique, voilà, on est purement dans la communication. Ouais. Il faut créer du contenu, il faut avoir de la matière pour ça. Et donc, toutes les boîtes vont devoir faire de la création de contenu. Ouais, ça va devenir une base. C'est un des trucs. 3e leçon d'antifragilité, c'est qu'il faut créer du contenu. C'est comme ça qu'on est visible, sauf que créer du contenu, c'est extrêmement coûteux, extrêmement complexe, chronophage. Donc forcément, les IA aujourd'hui, elles se mettent dans toutes les intersections où il y a du besoin et où c'est cher. Ouais. Non mais c'est réel. Donc moi, la réponse, c'est pas moi qui suis interviewé, mais c'est pas grave, je m'interviewe moi-même. Moi, mon regard, mais après tu rebondiras là-dessus. Mon regard sur qui va mourir, peut-être que plutôt que d'essayer de faire de se poser la question de c'est les graphistes qui vont mourir, c'est les machins, c'est à mon avis, le vrai truc de qui va mourir, c'est ceux qui coûtent cher, mais dont on a besoin d'eux. Parce que forcément, l'IA, elle va s'attaquer à ces gens-là. Je pense que t'es pas loin de la réalité. Ça a déjà commencé, ouais, c'est ça. Avec les codeurs. Ouais, parce que les développeurs aujourd'hui, c'est cher parce que c'est un travail de fourmi, c'est très long de développer un truc, donc bam, l'IA, elle va là-dessus. Elle va là où il y a une valeur ajoutée, enfin là où il y a besoin de ces gens-là, mais où les types ils sont chers. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est possible. Donc en fait, faut pas être cher. Non, faut rien valoir. Non, mauvais conseil. Mauvais conseil. Kumo Studio, c'est un Spijap, ça ? Ouais, totalement.
Totalement. Il y aura d'autres inspirations. C'est pour ça que je veux qu'on parle de la partie. C'est un petit teasing. Kumo, ça signifie nuage. Nuage, exactement. Pourquoi? En fait, quand j'ai commencé du coup à designer, etc., dans ma tête, entre ce que je pensais que ça allait être et ce que c'était vraiment, le monde d'aller chercher des clients, etc., c'était rien à voir. Et en fait, je me suis rendu compte que souvent, on parle d'un métier créatif, etc., mais on n'a jamais le temps vraiment de l'être. Surtout moi, j'étais dans un cadre où voilà, on avait assez de pression au tout début. Et déjà parce que on découvrait, mais aussi parce qu'il y avait beaucoup de clients. Et au final, c'était très dur de se dire qu'il faut être créatif à ce moment-là. Et on n'arrivait pas à vraiment se détacher de tout ça. Et on s'enfermait, et boum, 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 on devait créer. Et quand j'ai créé Kumo Studio, vraiment mon envie ce que je voulais vraiment transmettre, c'est vraiment se détacher de la masse, prendre du recul, respirer un bon coup, la légèreté, etc. Ouais. Prendre de la hauteur et avoir le temps de faire les choses, même si bien sûr chaque business, peu importe lequel, a des objectifs, a des deadlines, il faut vraiment que ça soit cadré, mais prendre le temps quand même de ressourcer sa créativité, de vraiment prendre les bons axes pour pas en fait qu'on avance vite, au final on voit qu'on s'est trompé et perdre du temps par la suite, revenir en arrière, vraiment prendre le temps. Et c'est pour ça Kumo, du coup, la légèreté, prendre de la hauteur comme t'as pu le dire. Okay, voilà. T'as un slogan, non Ouais, j'ai un slogan qui est... Tu peux le dire ou pas? On pourra couper hein, si tu l'as. Non, bien sûr, non, le slogan c'est garder les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Moi je le trouve beau ce slogan, c'est pour ça que je t'en parle, parce que je trouve que... Il y en a un à ma droite qui l'aime pas du tout. Ah ouais? Moi un jour il m'a dit je comprends pas ton slogan. Il m'a dit je comprends pas pourquoi Kumo, le nuage, prendre de la hauteur. Ouais. T'as un slogan aussi pour Suffit, non? Ouais. Si, c'est le moment des slogans. Le minimum nous suffit. Moi je trouve franchement, moi je trouve c'est fort. Moi je trouve parce que en fait le slogan en fait il vient d'où? C'est que de base dans les produits détergents industriels qu'on a l'habitude, tu sais, communs, t'as énormément de produits et la plupart, tu vois, ils pourraient être effacés vraiment sans effort, tu vois. Mais comment on l'a trouvé, c'était marrant. Excuse-moi, tu te rappelles ou pas? Parce que le premier nom de Suffit, c'était Sustainfy. De base. Compliqué. Genre Spotify. La première fois qu'il me parle de son projet, il me dit ça. Et je lui dis, mais c'est trop long. Viens, on coupe, on prend le début et la fin, suffit. Là, on a l'impression qu'on est dans un épisode de The Social Network où il y a le mec, c'est Justin Bieber, mais je sais plus qui y joue, peut-être le créateur de Spotify. Ouais. Il lui dit... Timberlake. J'ai dit quoi? Justin Bieber. Justin Timberlake, pardon. Je dis Justin Bieber avant. Justin Timberlake, pardon. Où il lui dit The Facebook c'est trop long, mais juste Facebook. Ouais. Vous aurez dû la filmer cette séquence. Parce que quand vous serez à la Silicon Valley, là. Et donc non, c'était quoi? Ouais, Sustainfy. Au début, Sustainfy, je sais plus comment tu le disais. Et du coup, on a pris juste le su et le fi à la fin, on a tout collé. C'est malin. Et ça a donné ensuite le minimum qui suffit. Ouais, parce que j'ai eu l'occasion, moi, de tester. Petit instant promo, mais j'ai eu l'occasion de tester la lessive. Et horrible. Je lâche ça. C'est dégueulasse. C'est nul. Aucune valeur. Non, au contraire, en fait, au début, je mettais une dose. Comme j'ai l'habitude avec les produits, en sachant que moi la lessive je la fais moi-même, voilà, ça faut le savoir, mais je la fais moi-même avec des produits quand même du comment dire, genre fiel de bœuf, je sais pas pourquoi on est en train de parler lessive. Bref. T'es en train d'avouer que t'es un concurrent de Bad. Non, je la fais moi-même perso. Mais en fait, du coup, j'en ai mis plus que ce qu'il fallait en fait, que ce qui suffisait, parce que j'ai l'habitude des doses industrielles d'une certaine manière, et en fait, ça, j'en ai beaucoup trop mis. Je m'en suis rendu compte. Et du coup, je me suis dit, mais je pense que dans ce que toi tu mets, t'as peut-être 80% de produits actifs. Genre le reste, c'est histoire de faire en sorte que ça mousse ou que je ne sais quoi, mais t'as 80% ou je sais pas combien de pourcents de produits actifs et ça se ressent direct. Et du coup, ça donne grave sens au slogan. Alors voilà, je voulais juste faire une petite... Merci. Merci beaucoup. Bon, vous l'avez compris, là, depuis le début, on parle de business et on parle d'antifragilité. On essaye de tirer un peu les leçons de comment on devient antifragile, parce que c'est pas le tout d'être entrepreneur, mais l'objectif, je pense, c'est le rêve de tout entrepreneur, c'est d'être pérenne en fait et de pas faire un business qui dure 2 mois. On l'a vu avec Airbnb, qui est clairement la parfaite définition de l'antifragilité. Comme la question c'est comment un truc qui pourrait casser
fait finalement votre force. Donc je vous donne un exemple. Il y a un truc qui est intéressant et que j'aimerais parler, ce qui fera le switch avec où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui. Ouais. Je vous donne un exemple. Imagine, vous lancez un business, il marche. Alors, du premier coup, sans trop vous poser de questions, point barre. Ben, en vrai, vous vous arrêtez là, genre on se pose pas plus de questions, le business il marche, on se pète pas la tête à se dire ok, comment je deviens antifragile. C'est pas le premier truc qui nous lance un business, il marche, bah on le fait marcher quoi. Jusqu'au jour où ça casse, jusqu'au jour où il y a une pandémie, jusqu'au jour où il y a et là on n'a pas développé le business en intégrant la notion d'antifragilité. On l'a vu avec le Covid, les hôtels, les restos, il y avait une tonne de business qui ont fermé du jour au lendemain. Et jusque-là, on aurait pu penser que les business digitaux, à la Yomi Denzel, le dropshipping, le SMMA, le e-commerce, tous ces business qui sont on pourrait penser que tous ces business sont à l'abri des épreuves. Mais quand on voit la vague IA, c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure, on peut que se dire que du jour au lendemain, tous ces business, comme une agence de communication, ça peut s'arrêter. Parce que ça se trouve, toi, tu seras le prochain à te faire remplacer. Nous, on sera les prochains à se faire remplacer. Donc, en voyant vos parcours, vous m'avez inspiré pour créer cet épisode et pour me dire faut qu'on parle d'antifragilité. Parce qu'il y a un truc que vous faites et qui peut-être est le fruit de la difficulté de créer un business aujourd'hui. Parce que la période veut ça. Voilà, comme tu l'as dit, trouver des clients, c'est quand même pas facile. Peut-être que la manière dont vous vous êtes développé, peut-être même sans vous en rendre compte, vous avez intégré de l'antifragilité dans vos business. Parce qu'il y a un truc que vous faites, que vous co-dirigez à deux, enfin pour le moment c'est plus toi Badr et toi Chaka, l'objectif c'est que tu le rejoignes, c'est que aujourd'hui donc on n'est pas dans le studio habituel, là, je fais un peu de teasing là, on est où ici? On est dans ton resto Badr, voilà, c'est un restaurant, donc en plus d'être artisan, t'as aussi un restaurant, donc pour le moment c'est ton business à toi, c'est un resto japonais. C'est ça. Encore une inspi Jap. C'est un resto de ramen, c'est ça? Tu nous expliqueras un peu. Et toi, pour le moment, Chaka, tu donnes un coup de main, bénévole en fait, pour l'aider. Et l'idée après, c'est potentiellement de t'associer avec Badr. Exactement. Co-gérer, co-tenir ce resto. Pour l'instant, Kumo, ça prend encore un peu de place, donc par la suite. Donc le resto, Badr, tu l'as ouvert il y a très peu de temps. Ouais, c'est tout neuf. Alors, au moment où on tourne cette vidéo, là, on est fin février, ça fait une semaine que le resto il a ouvert. C'est ça. La vidéo elle sortira peut-être plus tard, mais en tout cas, ça fera au maximum 1 ou 2 mois que le resto il a ouvert. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi un resto? Pourquoi un resto? En fait, moi j'ai beaucoup travaillé dans la restauration. C'est vrai. Ouais. J'ai beaucoup travaillé dans la restauration et en fait, quand j'ai quitté ce domaine-là, je me suis dit, je vais me tourner vers un domaine qui demande peu de ressources pour commencer. Et je voulais faire de la restauration, mais ça remplissait pas les critères. Il fallait énormément de ressources pour commencer. Donc j'ai lancé Suffi. Et de Suffi, et on a découlé le besoin d'avoir un local quoi, pour exploiter l'activité. Donc j'ai pris un local. Donc ici, qui au début était ton laboratoire de... Exactement, exactement. Et en fait, quand je l'ai eu, au début, je faisais des blagues avec Chaka et je lui disais, mais ici, moi, je vois un resto, en fait. Moi, ici, je vais faire un resto. Ça part d'une blague, tu vois. Tu te rappelles quand t'es venu ici pour l'ouverture, on a fait la blague, on a dit, on va faire des kebabs ici. Parce que moi, ici, je voyais juste un resto, tu vois. Et en fait, à un moment, la blague, elle est devenue réalité. Et Chaka, il a pris... il s'est levé un jour du bon pied, comme ça, il est arrivé, il m'a dit, écoute Badr, on va faire un resto. Je l'ai regardé comme ça et je dis let's go. Mais moi c'est mon rêve, tu vois. C'est mon rêve. Et en fait, c'était peut-être un peu les moyens au début un peu qui manquaient, qui a fait qu'on s'est dit, on était un peu réticents. Et donc, le problème quand tu fais comme ça, donc de l'artisanat, que tu vends des produits, c'est vraiment l'irrégularité. Du business. Du business, quoi. Et du coup, ce qui fait que tu as du mal à te projeter. Donc, moi, sur le coup, j'étais un peu en mode, pourquoi pas, mais ça va peut-être être un peu compliqué. Et on s'est quand même lancé. Donc, on s'est dit, bon, tu sais quoi, allez, on le fait.
parce que lancer un resto, il faut quand même beaucoup de ressources au départ. Ouais. Et en plus, un resto de ramen. Pourquoi des ramen? Au-delà du fait qu'il n'y en a pas dans la ville où on se trouve au Puy-en-Velay, en Haute-Loire, pourquoi des ramen? Eh ben, en fait, pourquoi des ramen? Bah, déjà, comme tu l'as si bien dit, c'est qu'il n'y en a pas. Ouais. Donc, c'est déjà un premier argument parce qu'on est là pour faire de l'argent et que s'il n'y en a pas, c'est qu'il y a deux solutions. Soit qu'il n'y a pas de demande, soit que personne ne l'a fait. Et dans ce cas-là, on serait les seuls sur un marché qui est peut-être prometteur. Première possibilité, on ne pouvait pas le savoir parce que personne n'avait lancé ce type de restauration. Et donc la deuxième possibilité, on s'est dit c'est sûrement elle, c'est là où on s'est tourné. Et aussi nous on est vraiment férus de manga, tu vois. Ouais. Okay. Et on a grandi avec les valeurs qui sont véhiculées dans les mangas, dans tout ce qui est culture jap. Okay. Donc moi mon manga préféré c'est Naruto. Okay. Et le plat préféré de Naruto c'est les ramen. Okay. Et il va toujours chez Ichiraku Ramen, tu vois. Ichiraku. Et il a l'accent. Ichiraku Ramen. Le dérapage. Je me lâche. Et du coup, un soir, ma femme m'a dit viens, on fait des ramen et tout. Et je dis c'est chaud à faire les ramen quand même. Enfin, non, pas tant. Ben, en fait, on s'est adapté, tu vois. Ouais. On s'est adapté, c'est-à-dire que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a un peu revisité à la française. Ok. Parce que on n'a pas forcément tous les produits pour faire les ramen japonais, mais tu vois, à l'autre bout du monde, je pense que les gens même de base ne cherchent pas la même cuisine. Ouais. Tu vois. Nous, on a essayé par exemple de lancer le tofu, ça marche pas. Ah ouais. Pourtant, au Japon, le tofu, c'est un banger. Mais donc, ce qui fait qu'on s'est rendu compte qu'on n'a peut-être pas eu tort de le revisiter. Parce que du coup, c'est des produits qui sont connus ici de tous. Et donc, même si tu es peut-être un peu réticent à l'idée de manger un plat que tu connais pas, ben, tu as tes repères et tu retrouves à l'intérieur des ingrédients que là, tu connais très bien. Ok, moi ce que j'entends au travers de tout ça, c'est peut-être je sais plus à quelle leçon on est, 4e ou 5e leçon d'anti-fragilité. C'est plusieurs business pour diluer le risque. Et pour faire en sorte que quand il y a une activité qui baisse, c'est pas grave, il y a l'autre, et ainsi de suite. Alors ça paraît très basique quand on le dit comme ça, mais en vrai, et en plus des business différents, parce que sinon c'est... Voilà. Et ça paraît très basique, mais d'un côté très logique, mais pas facile à faire, parce que artisanat, resto, c'est des trucs très prenants. C'est quoi votre journée type au quotidien? Comment vous gérez vos différents business? Vous levez le matin, vous décidez, vous allez monter un resto. Genre, parce que le resto, vous êtes ouvert 7 jours sur 7 pour le moment. Pour le moment, ouais. Tous les soirs. Tous les soirs. Et donc, vous avez une vie de famille aussi, en ouais, plus. c'est ça. Après, nos femmes sont pas trop contentes, des fois. Faut le dire. Hein. Mais après, là, comme c'était les phases de lancement, c'est parce que on a tout aussi construit nous-mêmes de nos propres mains. Avec de l'aide par-ci par-là, mais ça nous a pris beaucoup de temps. Du coup, ça a mis en pause un peu, que ça soit Kumo ou Suffit pour le moment. On avait gardé quelques clients qu'on avait en contrat, qui étaient sur le long terme, etc. Mais sans plus, on n'avait pas cherché à développer plus. Donc là, il y aura une nouvelle organisation à avoir, parce que ça soit pour les services, mais tout ce qui entoure aussi un restaurant. Ça va être la com, se faire connaître, etc. C'est quand même, ça prend assez de temps, les stocks, etc. La création de produits pour Badr aussi, du coup, va falloir, parce qu'il a pas, de base c'était son labo ici, mais du coup, le labo, on l'a remplacé par quelque chose d'autre, donc il va falloir qu'il retrouve un labo comme il faut, etc. Tout ce qu'on avait fait ici, en fait, ça va être une nouvelle organisation, un nouvel emploi du temps, mais au final, c'est juste une tâche qui se rajoute par-ci, par-là. Il va falloir, comme tu as dit, ne pas être fragile. Ouais. Il faut pas être trop dans les nuages là, dans les nuages là. Parce qu'il faut pas. C'est vrai que le risque de ça, c'est à un moment trop se concentrer sur un business et d'abandonner les autres. Donc il faut trouver l'équilibre. Et là, la recette, elle doit pas être très très facile à trouver. Ouais, c'est un peu compliqué. Faut essayer. En fait, quand on essaye, franchement, on peut pas mentir. Des fois, on se casse la figure. Des fois, on se casse bien la figure. Mais ce qui est bien, c'est aussi ça, la force
pas forcément être deux dans les business, mais plus avoir une épaule qui est dans la même situation que toi. Quand c'est Badr qui est qui flanche un petit peu, qui perd de motivation, ça peut être moi. Quand c'est moi, Badr il me tire, il me dit allez, c'est pas grave, regarde, il y a cette solution, etc. Donc ça, c'est être à deux dans le même cas, dans les mêmes situations, ça permet des fois de passer certains obstacles qui tout seul peut-être t'aurait pris plus de temps à passer. Donc voilà. 6e leçon d'antifragilité. Bien s'entourer. On va commencer à écrire un livre là. Ouais. Pour rebondir sur ce qu'il a dit Chaka, c'est vrai que tu vois, pour ouvrir un business, je pense qu'il faut énormément de qualités, mais il y a certaines qualités un peu principales qu'il faut un peu de toute façon dans la vie courante, c'est la régularité, la discipline, la stabilité émotionnelle. Ça c'est super important quand tu es entrepreneur, parce que tu as des nouvelles qui fusent comme ça, des bonnes, des mauvaises, et tu peux pas suivre comme ça. Tes émotions, elles peuvent pas suivre en fait les nouvelles, sinon ça part dans tous les sens. Et donc quand on est deux, on se tire un peu vers le haut, ou on se retire un peu vers le bas quand l'autre il est un peu trop euphorique, ou quand l'autre est un peu trop triste, pour toujours essayer de garder, comme tu as dit, les pieds sur terre là, parce qu'il faut vraiment être terre à terre quand tu fais ça, et surtout pas se laisser emporter quand t'es content et prendre des décisions trop vite, ou quand t'es triste et prendre des décisions trop vite. Ça c'est hyper intéressant. Je partage à 100% ce point de vue. Moi, jusque-là, avec nos leçons d'antifragilité, je suis peut-être un peu réducteur en disant il suffit de faire 3 business ou 2 business ou X business diversifiés et hop, c'est bon, on est tranquille, on mourra jamais. C'est hyper réducteur de dire ça, parce qu'en soi, on peut monter 5 business différents, mais ça peut être 5 merdes. Ouais, totalement. Et donc, ça règle rien. Donc, j'aimerais creuser un peu la question et dire, moi, j'ai une théorie, c'est que tous les business physiques qui s'inspirent des business tech, et à l'inverse, donc business numérique, et tous les business numériques qui s'inspirent des business physiques, je trouve qu'on réussit à faire le meilleur des deux mondes. Et finalement, est-ce que l'antifragilité, elle est pas là? Et donc Airbnb n'était pas la première plateforme de mise en relation. C'était pas, ils ont pas inventé le concept, mais par contre, ils ont mis de la tech dans leur business. Et c'est le cas, par exemple, de Majou. Je sais pas si ça se dit comme ça, c'est peut-être. Mais j'avais envie de parler de ça parce que je crois que c'est un speed-up encore. Forcément. C'est passé il y a pas très longtemps sur l'émission Qui veut être mon associé. Et en fait, c'est un bol qui mesure les types d'ingrédients qu'on met. Okay. Donc c'est un bol physique qui contient pas de technologie, c'est du low-tech, enfin je crois, et en fait on règle le truc pour mettre une portion de riz, une portion de poulet, une portion de machin, et en fait ça permet de mieux mesurer les quantités et de en gros manger ce qu'on veut. Leur promesse, c'est manger ce que vous voulez, mais perdez du poids quand même. Et en fait donc ça c'est un business physique. Là où je trouve ils ont été très forts, c'est qu'il y a une appli mobile à côté, donc il y a de la tech, ils ont mis de la tech dans le business physique, et en fait c'est ce qui fait que c'est pas juste un vieux bol qu'on peut trouver à Action, ou il y a l'appli mobile, il y a un abonnement. Les mecs sont malins, je crois. Je dis ça, j'ai pas hyper creusé, mais j'ai vu passer ça et j'ai fait c'est assez fou. Et en fait, c'est l'appli mobile qui permet de régler facilement le truc et de dire ok, là j'ai 500 calories, etc. Et je trouve que ça c'est hyper inspirant. Et vous, moi je trouve que là où vous avez un parcours intéressant, avec votre vision, vos expériences passées, vos business, vous avez à côté. En fait, vous avez de quoi mettre toutes ces compétences au sein d'un projet, donc mélanger physique, numérique, etc. Et faire en sorte que là, vous mettez de l'antifragilité dans votre business, au-delà simplement de les diversifier. Est-ce que vous avez quelques exemples d'idées que vous avez on va rester sur le resto, par exemple, pour pas s'éparpiller. Vous avez quelques idées justement pour mélanger un peu business physique, business numérique au sein de ce resto? Comme il disait Badr, quand t'es dans plusieurs trucs, t'as plein d'idées qui fusent tout le temps. Et des fois des très bonnes comme des très très nulles. Mais il y a un certain truc où on est plutôt d'accord, c'est par exemple pour la fidélisation client. J'aimerais bien, en tout cas c'est ce qu'on s'était dit, avoir une plateforme qui permettent de un peu réinventer la fidélité. Ce qui serait bien, c'est d'avoir une plateforme qui réinvente un peu ce segment, parce que de la fidélité dans les restos. Dans les restos, parce que là, la carte de fidélité, ça y est.
C'est à l'ancienne. Ouais, c'est à l'ancienne. Le client la perd, etc. Alors que par exemple, son téléphone, il l'a toujours. Donc, pouvoir faire ce lien toujours, même quand il est chez lui, avec Gokai et toujours qui se rappelle de nous. On avait pensé à quoi aussi ? Déjà, juste sur les réseaux sociaux, avoir vraiment une communication qui respecte notre DA, qui respecte vraiment le mood, l'expérience qu'on veut transmettre aussi. Jusqu'à maintenant, après on n'a pas eu d'idée révolutionnaire, mais comme tu as dit, je pense que ce qui va nous faire se démarquer, c'est la frontière entre le physique et le numérique, et il y a plein de choses à explorer. Est-ce que vous connaissez la théorie de la cacahuète ? Pas du tout. Non. La théorie de la cacahuète, je sais plus qui l'a théorisé, mais je trouve ça hyper intéressant. La théorie de la cacahuète, c'est imaginons qu'une cacahuète, c'est une idée. Ouais. Imaginons qu'on mette plein de cacahuètes, je sais pas pourquoi il a pris la cacahuète, peu importe, c'est pour l'image. Ouais. Imaginons qu'on a plein de cacahuètes dans un bol, donc c'est toutes les idées qu'on peut avoir. Et le meilleur, celui qui a théorisé ça, et c'est Yann Leonardi qui en a parlé il y a pas très longtemps dans une vidéo, le meilleur moyen de se démarquer, c'est de faire en sorte que deux idées, donc deux cacahuètes qui n'ont rien à voir à la base, s'entrechoquent pour former une troisième idée. Et c'est ce qui a donné, par exemple, je crois que c'est Casio qui a sorti une calculette briquet. C'est calculette d'un côté, briquet de l'autre. Ça n'a rien à voir. On a fusionné les deux, ça donne un nouvel objet qui est la calculette briquet. En soi, pas con, parce que c'est pratique d'avoir une calculette et un briquet en même temps. Et en fait, le simple fait de conscientiser ça et de se dire, ok, j'ai plein d'idées, mais qui viennent de partout, donc c'est là où vos parcours différents et vos expériences, vos business différents peuvent aider. C'est que faut imaginer que vous avez des cacahuètes, entrepreneuriat dans l'artisanat, entrepreneuriat dans la restauration, entrepreneuriat dans le numérique, dans la com, dans le machin, dans le truc. Et laissez s'entrechoquer ces cacahuètes là. Et en fait, ça c'est là où vous allez avoir les meilleures idées, je pense. Et c'est là où je veux en venir. Hein ? Ça donnera des M&M's. Ça donnera des M&M's, exactement, parce qu'en fait, le gars, il s'est dit quoi ? Il s'est dit, j'ai du chocolat d'un côté, j'ai une cacahuète de l'autre. Ouais, c'est ça. En vrai, indépendamment, le chocolat, c'est bien, la cacahuète, c'est bien, mais genre, un M&M, c'est mieux. Ça vaut pas 30 € le kilo, quoi. Non. Alors que quand tu fabriques un M&M's, en fait, c'est encore mieux, ça. Tu vois, je vais le proposer à celui qui a théorisé la cacahuète, je vais dire, non, on va prendre le M&M's. Je pensais que t'allais en venir là, je te jure. Non, même pas, mais. Genre, je me suis dit, ça va en venir à un M&M's ou un truc comme ça. 7e leçon d'antifragilité, Faites des M&M's. Faites des M&M's. Pensez aux cacahuètes, les gars. Et un autre pilier de l'antifragilité, ce sera peut-être même le dernier de cet épisode, c'est de miser sur les expériences. L'expérience, c'est la manière d'exploiter le système limbique du cerveau des utilisateurs. Faut savoir que, je crois à peu près, on utilise 90% de nos décisions, voire même peut-être plus, peut-être dans les 99% des décisions qu'on prend, elles sont prises non pas par la raison, mais par l'émotion. Et qui gère l'émotion dans le cerveau, c'est le système limbique. Et après, on tente de justifier un choix qu'on a fait ou une décision d'achat qu'on a fait, parce que bien souvent c'est des décisions d'achat. On le justifie et on le rationalise par la raison en se disant mais il me fallait ça. Ouais, mais à la base t'as acheté ça parce que ton cœur il t'a dit de l'acheter. Et qu'est-ce qui drive ça finalement? C'est les expériences. Moi, il y a un truc que j'ai vu il y a pas très longtemps, je vous en ai parlé. L'expérience, c'est carrément un moyen de craquer la viralité, et donc la communication, et donc le business en général. Il y a un truc que j'ai vu il y a pas très longtemps, un cas d'usage que je vous partage, c'est Jellycat. Jellycat, pour ceux qui savent pas, on mettra des vidéos, on mettra tout, parce que je pense qu'il faut le voir en vidéo, c'est un truc de fou. Jellycat, c'est des vendeurs de peluches. Jellycat, c'est des vendeurs de peluches pour adultes. En fait, c'est des peluches comme à Ikea, c'est-à-dire qu'on a une peluche burger, une peluche saumon, on a tout. Et plutôt que d'avoir un magasin de peluches, où au final là, c'est pas ouf, quoi, c'est-à-dire que c'est juste des peluches, et les mecs, ils font genre c'est un resto. Donc c'est souvent des peluches en rapport avec la bouffe. Et je reviens sur ma théorie des cacahuètes, les mecs ils ont mélangé peluche, restauration. Tu te dis à quel moment il y a un lien. Ils ont créé le M&M's, ils ont créé la troisième idée qui est j'achète une peluche comme si j'achetais de la bouffe. Donc en fait, on le voit, les vendeurs, ils disent voilà, vous voulez de la mayonnaise, ils prennent une peluche mayonnaise et ils font de la chantilly et tout, et ils font cuire comment dire, la peluche, et après ils l'emballent comme c'était un burger, comme c'était et ça cartonne. Et comme c'est fou, et comme on a associé deux idées qui n'ont rien à voir ensemble, les gens ils communient de eux-mêmes, ils te font ta viralité en fait. C'est ça. Ils prennent en vidéo, ils prennent.
Donc si on parle de cette expérience, c'est vous avez des idées pour créer de l'expérience dans un restaurant et pas simplement l'expérience de je vais manger. Pas forcément qui existe aujourd'hui, mais genre des idées. Lâchez-vous. Là tout de suite là, pas vraiment. Moi. On a émis en fait ce qu'on voulait mettre en place. Nous, c'était une expérience un peu comme au Japon avec la table basse. Comme là. Ouais. Comme là, exactement. Donc, ce qu'on a fait, c'est que dans un coin du resto, on a pris un petit coin parce qu'on n'était pas sûr de si ça allait marcher ou pas. On a pris un petit coin où on y a installé un tapis avec des coussins et une table vraiment hyper basse pour que les gens, en fait, mangent comme au sol, ouais, comme au Japon. Donc, style un peu traditionnel, tu vois, japonais, parce que bon, ils ont des chaises. Bien sûr. Mais il y a un côté tradi. Ouais, c'est un côté un peu traditionnel où tu manges au sol, tu manges ton ramen. Et nous, l'expérience vraiment qu'on voulait proposer, c'était ça, avec une ambiance musicale japonaise et vraiment la manière de consommer le ramen qui est de manger les nouilles avec les baguettes et boire le bouillon avec la cuillère ouais. pour le bouillon. Et donc ce qui déjà en somme fait une expérience assez inédite, on va dire, au puits, parce que moi personnellement en tout cas j'avais jamais vraiment expérimenté ça. Et ce qui en fait une petite déjà expérience, une expérience de restauration, tu vois. Et qui est hyper cohérente avec c'est... Totalement. Mais moi par rapport à ça, quand je suis rentré, la première fois que je suis rentré en mode resto, parce que j'étais déjà rentré avant, c'est le premier truc que j'ai vu. Ah ouais. J'ai vu ce coin, j'ai fait c'est génial, j'ai envie de manger là. Bon, on était trop nombreux, on était une table trop nombreuse, mais c'est pour vous dire l'impact. Même si on n'exploite pas le lieu, même si on n'y est pas allé, moi le fait d'avoir vu que vous avez pensé à faire ça, je me suis dit putain c'est ouf, c'est génial. T'as vu. Après tout le monde ne le fera peut-être pas, mais ça te met dans l'ambiance. Ça te met dans l'ambiance et je trouve que tu vas pas juste manger un truc, tu vas vivre une expérience. Et en fait tu voyages à pas cher. Alors je dis pas qu'on est au Japon, mais ok. Il y a d'autres. Après moi j'avais une idée un peu tu vois pour parler des Airbnb, tu vois, les trucs expérience qu'ils ont, en gros, tu sais, ils proposent des, comment on appelle ça, ils vont quelque part et puis il y a une sorte de... Ouais, il y a un package en fait. Il y a un package, ouais, c'est ça, c'est pas juste, en gros, un peu ce délire où les gens, ils peuvent découvrir un peu plus l'histoire du ramen, l'histoire parce que ça a une vraie histoire, en vrai, avec la guerre, etc. Parce que de base, c'est vraiment un repas de pauvres. De soldats, en fait, de soldats, pauvres, de pauvres, vraiment très... On mettait un peu comme une pizza, tu mets un peu de tout dedans avec des nouilles et tu manges, tu vois. Et après, avec la mondialisation, ça a explosé. Et on dit nourriture japonaise, mais d'ailleurs, ça vient des Chinois de base. De base. Faut pas les confondre. Faut pas les confondre. Si on a affaire aux Chinois de Chine. Mais ce qui a été démocratisé, c'est une fois que c'est les Japonais qui ont pris vraiment la main dessus. Et pour revenir au sujet, c'est vraiment créer des expériences où les gens ils peuvent venir limite créer leur propre ramen. Derrière, tu vois, faire des journées où les gens ils apprennent un peu l'histoire. Nous aussi on a appris avant forcément, et vraiment comprendre un peu plus l'esprit japonais, les valeurs japonaises qui nous ont inspirés, parce que rien que le nom Gokai, ça veut dire audace. Et en fait de base on s'est dit c'est tellement audacieux de faire ça, sachant qu'on avait déjà 2 business, qu'on connaissait pas vraiment, et que vous avez fait tous les travaux vous-même. On l'a pas dit, mais vous êtes des pros du BTP aussi. Mais c'est fou. Donc vraiment faire comprendre pourquoi Gokai, pourquoi le Japon, pourquoi ses valeurs, pourquoi tout ça. Donc ça peut être bien d'intégrer ce genre d'expérience. Et ça, c'est un bon moyen de craquer la viralité aussi, parce que en fait l'objectif c'est de pousser les gens à Instagrammer le truc, en fait, ou à TikTokiser le truc. C'est ça. Vrai. Et moi j'ai quelques idées. Enfin, j'en ai au moins une ou deux. Avec plaisir. Il y en a une, c'est pour pousser vraiment l'expérience à fond. On arrive, on enlève ses chaussures. C'est vrai que ce serait bien. Et on enfile une petite tenue traditionnelle. Ça serait le top à fond. Ça, ce serait. Alors, c'est peut-être l'expérience, faire quelques soirs par mois, un truc comme bien ça. Sûr, moi, je serais un client de ça. C'est vrai. Moi, les expériences, j'aime beaucoup. Et ça, c'est le genre de truc un peu hors du commun. Sort un peu. C'est vrai. Et après, faire venir un maître japonais là, ça serait le top, ça. Combiner, je sais pas, une démonstration d'art martial. Après, il y a pas une place de fou. Bien sûr, mais après ça peut. Un petit combat de boxe taille pendant qu'on mange un ramen. Non, mais voilà, des trucs comme ça, je trouve que ça serait. Mais pareil, en mode event. En mode event, exactement. Ça serait vraiment cool. Il y a plein de choses. Un petit cours de jujitsu comme ça. Un petit cours de jujitsu. Après, il y a un truc bête aussi, mais
mais je sais pas à quel point les gens ils pourraient aimer, mais où avant de manger, on a, tu sais, t'as un vidéo proche là qui descend, et tu as 5 minutes de l'histoire du ramen. Tu sais, c'est le truc, quand tu vas au resto, tu t'attends pas à voir un petit film avant. Mais d'un côté, pourquoi pas en fait. C'est-à-dire que tu dis aux gens venez à 19h30, pour pas que les gens ils débarquent à n'importe quelle heure. Tu fais différentes sessions. Et les gens ils s'installent, ils commandent, et juste avant de manger, pendant que vous vous préparez, comme ça en plus vous gagnez en patience. J'ai joué à beaucoup de jeux type Overcooked et tout pour comment gagner la patience des et en fait les mecs ils regardent un petit film de 5-10 minutes sur l'histoire du ramen, parce que c'est méconnu, tu vois. Moi je pensais que c'était japonais, tu me dis c'est chinois, et je trouve que ça donne encore plus de sens dans ce qu'on est en train de manger, surtout qu'il y a des noms qu'on connaît pas, tu vois. Le truc comme dans Naruto là par exemple, ce truc là, le maki, tu sais, ça permet d'expliquer là vous allez manger ça, machin, etc. C'est vrai. Des petits trucs comme ça qui sont peut-être pas forcément difficiles à activer, et je trouve qui créent de l'expérience. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Subscribe. Je sais pas combien de temps ça fait là, je sais pas combien de temps ça. 1h11. Va falloir qu'on s'arrête bientôt. Ça tombe bien. J'ai envie de parler de dernier, là pour terminer, j'ai envie de parler de 2 concepts moi que j'ai retenus en termes de Jap. Je m'éloigne un peu de l'antifragilité, ça y est, on va retomber dans la légèreté. On dit souvent que le Japon c'est un symbole de résilience et de renaissance, déjà par rapport à ce qu'ils ont connu, leur histoire. C'est vrai que t'as l'impression, c'est une toute petite île, au final, à l'échelle des grands continents qu'il y a à côté, il leur arrive des dingueries sur la tête, les mecs sont toujours là, ils sont toujours, je dirais pas au sommet, mais c'est pas c'est hybride quoi, les gars. Et mais c'est également un symbole de renaissance et de résilience au travers de leur art de vivre et de leur tradition. Il y a notamment 2 termes qui sont plus ou moins connus, que je voulais aborder avec vous. C'est le kintsugi, je sais pas si je le dis bien, le kintsugi, et l'okiagari koboshi. Vous les connaissez Alors, le deuxième, ces concepts? Le premier, c'est quand ils mettent l'or entre les trucs cassés. Exactement. Le kintsugi signifie jointure en or en japonais. Ça permet de restaurer des objets cassés ou abîmés en recollant les morceaux avec une préparation en poudre d'or. Donc un objet cassé, je reviens sur l'antifragilité quand même, c'est que Airbnb, la pandémie aurait pu les tuer. Je pense que ils ont adopté le kintsugi. Ils ont recollé les morceaux avec de l'or. Et ils ont recollé tous les morceaux, et aujourd'hui ils sont encore plus forts parce qu'en fait ça donne une valeur unique au produit. Je trouve ça beau. Et le deuxième concept, là j'aurais pu parler de l'ikigai aussi, je crois que c'est japonais. Mais bon, on va pas parler de tous les concepts japonais, sinon la chaîne elle va changer de. Là on va parler que japonais. Voilà. Non, le deuxième concept, donc c'est l'okiagari koboshi. Et ça signifie littéralement, je crois que Badr, tu le sais. le petit prince dans le champ qui ramasse ses fleurs. Je sais plus. Ça signifie littéralement petit prêtre qui se relève. Petit prêtre qui se relève. Et en fait, c'est un culbuto traditionnel. On va vous mettre la photo. C'est pas très beau comme objet, mais en soi, le symbole est assez puissant. C'est un culbuto traditionnel japonais en papier mâché, fait à la main, conçu de telle sorte qu'il retrouve toujours sa position verticale, peu importe combien de fois il est incliné. Cette particularité en fait un puissant symbole de force intérieure, parfaitement résumé par le célèbre proverbe japonais, je vais y arriver, 7 fois à terre, 8 fois debout. Ce proverbe signifie que peu importe combien de fois la vie nous fait tomber, l'important est de toujours se relever une fois de plus. J'imagine que ça vous inspire, tous ces concepts-là. Et tu disais tout à l'heure, quand il y en a un qui flanche un peu, etc., il y a l'autre. Bien sûr. J'imagine qu'avec là où vous allez chercher votre motivation, vos inspirations, vous vous référez à... C'est pour ça que tu connais par cœur la définition de petit prêtre qui se relève. Exactement. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'après, les Japonais, ils ont une philosophie qui est très, très inspirante. Comme tu disais, de toute façon, depuis le début, c'est dans leur ADN. Mais nous, ça nous a été transmis même par nos familles, etc. Dès tout petit, ce truc de faut jamais lâcher, toujours chercher l'excellence, peu importe ce que tu fais. Même si c'est compliqué, même si des fois, justement à 2, ça régule. Faut pas non plus tomber dans l'orgueil. Je suis toujours le meilleur, j'ai rien à apprendre de personne. Faut vraiment être ouvert, être humble et avancer petit à petit, pas brûler les étapes. On parle comme si on avait tout réussi, que j'étais Musk ou quoi, mais à notre échelle, tu vois, c'est déjà une belle réussite, en tout cas personnellement. Je sais pas ce que t'en penses, Tom Badr, mais personnellement, c'est une très belle réussite et j'espère que ça ira de mieux en mieux.
Ouais, de plus en plus grand. Moi, il y a une phrase d'Anthony Bourbon que j'aime beaucoup. Je crois que je l'ai déjà dit dans l'ancien épisode, c'est pas grave. Je la ressors à chaque fois. J'espère qu'il va nous sponsor. Lui aussi. C'est que la plus petite des actions ira toujours plus loin que la plus grande des intentions. Et en fait, vous avez déjà réussi ça. C'est que vous l'avez fait. Quoi. C'est pas juste rester à l'état d'idée. C'est que souvent, on a effectivement plein d'idées. Il y a plein de gens qui ont envie de se lancer et qui se disent mais je peux pas lancer un resto, c'est trop compliqué. Il faut un local, il faut du matos, faut faire des travaux, il faut du budget. Vous êtes lancé un peu comme ça. Alors vous avez en fait, vous êtes lancé avec surtout la force mentale. Et c'est peut-être un très très bon message qu'on peut envoyer là. C'est si vous avez des idées et que vous vous dites c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Et ben n'oubliez jamais que la plus petite des actions ira toujours plus loin que la plus grande des intentions. Et en plus ça rime, je trouve cette phrase elle claque. et si vous tombez 7 fois, faites en sorte de vous relever 8 fois. Voilà, deuxième truc qu'il faut retenir. Et je pense que cette force mentale, c'est peut-être la 8 ou 9e leçon. J'ai totalement perdu le fil de l'antifragilité. Pour terminer, j'aimerais que vous nous racontiez l'anecdote que vous m'avez racontée il y a pas très longtemps. Premier, deuxième ou peut-être 3e jour d'ouverture du resto, et vous êtes arrivé. Le pire jour de ma vie. Dites-nous. Tu veux raconter? Personne ne veut raconter tellement c'est un trauma. Vas-y si tu veux, vas-y. Et ben en fait, tu vois le début de service. Bon, comme à notre habitude, tout le temps, tout le monde vient en même temps au début de service. Et donc on a pas mal de clients sur place. Et on a un problème d'électricité. On a un maintien au chaud qui chauffe mal. On sert des plats qui nous reviennent parce qu'ils sont froids. Ah ouais. Donc c'est normal, tu vois, ils sont servis froids, donc normal qu'ils reviennent. Et donc à ce moment-là, on a eu des commandes, pas mal de clients qui allaient arriver sur place, donc on se prépare, on envoie tout d'un coup toutes les machines qui sont en surchauffe. On avait déjà fait des tests au préalable, mais peut-être pas aussi autant, poussés, tu vois. Donc là, il y a toutes les machines qui tournent au max. Et la coupure d'électricité, tout le monde est dans le noir. Donc dans le noir total. Tout le monde est dans le noir total, tu vois. Ils regardaient leur carte avec le flash. Ils regardaient la carte avec le flash, c'était hyper gênant. Et donc on a les clients qui nous avaient ramené les plats. Et là, je me dis, mais là, c'est la cerise sur le gâteau. Ça y est, il va nous mettre une étoile, le gars. Et ça donc, pardonne pas, ça. Ça pardonne pas. Hein. Et donc, quand j'essaye de rallumer le tableau, j'envoie un petit mot à chaque et je dis... fais une petite attraction, fais passer le temps. Danse. Fais quelque chose. C'est là où tu sors un katana. Mais regarde l'antifragilité, là, c'est une bonne anecdote pour le sujet. Et du coup, là, je regarde, le tableau, il est même pas tombé et tout. Bon, bref, on se débrouille, mais vraiment, au bout de peut-être une longue minute dans le noir, tu vois, je réussis à remonter le compteur et que le courant revienne. Et puis là, t'as Chaka qui est comme ça devant les clients. Il dit c'est un spectacle d'ombre chinoise. Sérieux? Je te jure. J'étais mort de rire. Et du coup, non, mais après, tu vois, les gens, ils sont humains. Et tu vas et tu joues toujours l'honnêteté. Tu dis, bah, regarde, nous, on vient d'ouvrir. C'est tranquille. Tu vois, c'est des trucs qui arrivent. Ça nous a servi, au moins on sait qu'il faut qu'on fasse des changements, tu vois, au niveau de l'installation électrique. Et donc au niveau du contrat plus. Là faut improviser, ouais. Et puis t'expliques, t'improvises, et puis le gars il te dit ouais mais je comprends, tu vois. Ouais. Et donc c'est ça, comme t'avais dit la dernière fois, il faut que déjà le contact humain il soit là au préalable. Et nous, tu vois, en général on essaye de un minimum bien accueillir les gens, quoi. On fait ce qu'on peut, quoi. Et ça veut dire que déjà quand ils arrivent, ils sont bien intentionnés et ils sont pas là de mauvaise foi. Et tout, c'est sûr. Ok, donc dernière leçon d'antifragilité, savoir improviser. C'est ça. Surtout, en plus un restaurant, c'est particulier, mais savoir improviser et surtout avoir le bon contact, quoi. C'est-à-dire, faut pas. Quand le client il sait qu'il est pas pris pour un con. Ouais, exactement. Totalement. Il est en capacité de comprendre. C'est ça, parce qu'il y a un climat de confiance et tout. C'est vrai, le client, il faut le respecter. C'est lui qui te fait manger. Bien sûr, c'est ça. C'est lui le héros de l'histoire. C'est ce que je disais au tout début. Et tu savais faire de l'ombre chinoise? Il n'y avait pas de source de lumière. Il n'y avait pas de source de lumière. Ils ont rallumé la lumière, ils ont juste vu ça.
Mais je pense que ça les a fait marrer. Ça a créé une expérience. Ouais, vraiment, je suis sûr, ils en racontent, parce que ils ont raconté. Pas. Ouais, vraiment. Et Peut-être même, dernière idée, du coup, c'est à chaque fois simuler une coupure de courant. Et comme ça, les gens, ils vont se dire, ah ouais, il y avait une c'est fait coupure de exprès. courant. La fameuse. Carrément, ils vont l'attendre après. Ah mince, je suis allé le manger, mais c'était trop tard. Ils avaient déjà fait la coupure de courant. On rigole, mais c'est pas idiot, hein. C'est pas idiot. Et ben, merci les gars. Franchement, c'est hyper Merci enrichissant. merci à vous. Vous avez des Merci à parcours assez fous et j'ai hâte de voir l'évolution de ces business-là et j'ai hâte de voir l'antifragilité en action. Donc franchement, merci et super lieu. Si vous habitez pas très loin du Puy-en-Velay, en Haute-Loire, franchement, venez goûter, c'est hyper bon. Même si on n'est pas hyper fan de la cuisine japonaise, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, Bad, je crois, vous l'avez revisité. Donc en fait, ça permet de manger des trucs qu'on n'a pas l'habitude, qu'on mange pas forcément à la maison. On n'est pas sur le burger frites, un peu exotique, mais pas trop. Et puis vous avez une carte qui est chouette, qu'il y en a pas trop. Enfin, pour moi, l'équilibre il est bon. Donc je vous invite à aller voir. Même si vous venez de loin, à vrai dire, en vrai, il y a de l'expérience. Vous allez voir, on va couper le courant. En tout cas, merci de regarder cette vidéo. C'était un plaisir de tourner cet épisode. N'hésitez pas à partager vos idées en commentaire, ce que vous pensez de l'antifragilité. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, parce que chaque mois sur cette chaîne, l'idée c'est que on poste une vidéo. Des fois, je suis tout seul face caméra, je raconte une histoire, toujours dans le même but d'analyser un peu la société à travers le prisme de la tech, à travers l'entrepreneuriat aussi. Et parfois, j'ai des invités, comme là. Des fois, on est dans notre studio, des fois, on bouge. Ça permet de varier un peu le format des contenus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Chaque mois, vous recevrez cette vidéo. C'est totalement gratuit, bien sûr. Et merci encore. Et je vous dis à bientôt. Ciao.